qui... Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances for Nessa Nick. Le vent de l'air se fait plus frais avec l'automne qui s'en va et le vent cinglant tel un fouet souffle moins le chaud que le froid. My left stroke just went viral. À l'extérieur aujourd'hui, il fait moins 57 degrés. You and I know, bitch, be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Novembre, le mois creux par excellence. Les vacances d'été sont loin, les dernières marques de maillots de bain ont fini de disparaître, le froid nous attrape dans ses bras glaçants et il est encore trop tôt pour se réjouir des cadeaux de Noël, de toute manière toujours décevants. Y a-t-il une raison d'espérer ? Je vois Sylvie qui de loin me fait de grands signes de bras, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? Il y a sûrement une tempête qui se prépare, ou pire, une épidémie de grippe gastro, rhinopharyngite, angine, covidée, méningitée, et rajoutez ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle bouge comme ça ? Quoi ? Cinéma ? Documentaire ? Le mois du film documentaire. Mais oui, c'est ça, novembre, c'est le mois du film documentaire. Et Sylvie, notre capitaine cinéma de la médiathèque, va nous présenter de quoi il s'agit, présenter cet événement qui a l'air génial. Bonjour Sylvie. Bonjour Jérémy. Oui, écoute, en effet, le mois du film documentaire en novembre, bonne période, il fait froid, allons nous réchauffer dans les salles de la médiathèque ou du cinéma de Vincennes, puisque depuis une douzaine d'années, on travaille ensemble, on essaye de faire une programmation équilibrée et programmée à la fin de notre cycle qui cette année va parler de l'écologie. Dans l'époque, dans le moment, on va dire, et on a appelé notre cycle développement souhaitable. Donc on va programmer en fait 3 films documentaires à Salle des Académiciens, à la médiathèque, et on va terminer ce cycle à la salle de cinéma Le Vincennes. Très bien. Jérôme, t'avais participé au premier épisode. Eh oui, tout à fait. Déjà, il y a plusieurs... Des pionniers. Des pionniers c'était en quelle année ? Plusieurs années, oui. En 2021, je crois. Tu vas nous présenter de la musique. Oui, encore. Donc, du jazz, tu me diras. Si c'est de la musique, c'est sûrement du jazz. De la musique de novembre. Vous connaissez tous Thomas Pesquet, l'astronaute préféré des Français. Dans un style très différent, je vais vous présenter un autre Thomas, qui est lui aussi amateur de voyage spatial. C'est le saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquerie, qui vient de sortir un album qui s'appelle Back to the Moon. Sandrine. Bonjour. Bonjour. Tu travailles à l'espace adulte. Tu t'occupes principalement des romans, je crois. Oui, voilà, et de la littérature en langues étrangères et d'une partie des sciences sociales. Mais surtout des romans depuis 10 ans, oui. Et du coup, tu vas nous présenter un roman... de Paolo Cognetti. Qui est sorti récemment, qui fait partie de la rentrée littéraire étrangère. Et son titre, c'est donc c'est La Félicité du loup. On a hâte d'en savoir plus sur le mois du film documentaire. Tu disais qu'il y avait des films qui allaient être programmés au Vincennes et à la médiathèque. Le premier film qui sera présenté, ce sera lequel ? On va commencer dans très peu de temps, puisque ce sera samedi 6 novembre. On va présenter un film assez court, qui s'appelle La Terre du Milieu, de Juliette Guignard, et c'est le portrait d'une jeune femme, Camille, qui va devenir paysanne et qui élève seule ses 2 enfants à la campagne, dans une ferme dans la Creuse. Voilà, alors entourée de ses animaux, et on va suivre un peu son quotidien, qui n'est pas facile, et voilà, c'est un petit film, je dirais, assez simple d'accès, et qui... Donc ça, c'est à la médiathèque. Donc ça, c'est les 3 premiers films se passent à la salle des Académiciens. Donc celui-là, c'est le premier en début novembre, le 6 novembre. Ensuite, il se passe tellement de choses à Vincennes. Entre autres, il y aura le 3e week-end de novembre, le festival de cinéma Au-delà de l'écran. Là, c'est vraiment un festival axé sur les stars de cinéma. Donc, on reviendra, nous, fin novembre, là, pour les 3 autres projections. Une qui se passera le vendredi 26 novembre à 18h. On tente une séance à 18h. On fait rarement ce genre de choix, mais on verra bien. Parce qu'on voulait vraiment passer à un film au titre
original, c'est Quand les tomates rencontrent Wagner, de Mariana Economou. Donc là, il y a un rapport avec la musique. Si on met de la musique classique, est-ce que ça aide à faire pousser les tomates ? Ça se passe en Grèce, dans un petit village de Grèce. C'est un film documentaire qui était prévu dans le cycle l'année dernière, l'année 2020, où là, tout a été annulé. Et le lendemain, un de mes coups de cœur, samedi après-midi 27 novembre, Douce France. Et là aussi, la petite chanson de Charles Trenet, en écho. Donc ça, c'est un film de Geoffrey Quanon, qui lui s'intéresse et partage avec des lycéens dans la banlieue proche d'ici, puisque ça se passe dans le 93. Il va leur demander de faire une enquête sur un projet de parc de loisirs qui doit se créer pas loin de chez eux. Alors au départ, les ados sont très partants pour ce centre commercial énorme où ils pourront à nouveau consommer. Et le réalisateur, et c'est ce qui est très très intéressant dans ce film, va réussir à les faire changer d'avis, voire même devenir militants et devenir des vrais citoyens et partie prenante pour contrer ce projet immobilier. Donc c'est un film qui, moi, vraiment m'a totalement réjoui, puisque ça donne la parole à ces ados. Enfin, on se dit, il y a une conscience, ils sont vraiment à l'opposé de ce qu'on pourrait traditionnellement se dire, les adolescents ne s'intéressent pas ni à la politique, ni à l'environnement, enfin, si, de plus en plus quand même. Justement, les jeunes, il faut peut-être écouter un peu plus les jeunes maintenant pour tout ce qui est écologie et environnement. Et ce film est tellement magnifique, je dirais, et est tellement positif. Je me suis dit, il faut absolument, et ça va être une chance de pouvoir le montrer à une classe du lycée Berlioz. Il y aura donc une projection privée pour une classe de lycée et une projection tout public, salle des académiciens, le 27 novembre. Et on va finir en beauté le lundi 29 novembre au cinéma de Vincennes. Et là, on va programmer Animal de Cyril Dion. Pour ceux qui ont regardé La Grande Librairie hier soir, j'étais ravie puisqu'il intervenait hier parce qu'il va donc sortir d'abord en premier le livre qui s'appelle Animal. Et le film va sortir en salle le mercredi 1er décembre. Donc on va faire une avant-première au cinéma le Vincennes. On a choisi ce film également de le présenter en partenariat et avec des associations et entre autres les Jardins Suspendus. Donc on a un intervenant qui va certainement, on va choisir là dans les jours à venir avec le cinéma et l'association Les Jardins Suspendus de Vincennes. Les Jardins Suspendus, là où il y a les potagers ? Voilà, exactement. D'accord. Pour ceux qui connaissent pas. Oui, moi-même je jardine au-dessus des toits c'est du centre Pompidou. Voilà, donc on espère, même si c'est un lundi soir, que les associations écologiques vont un petit peu venir en masse au cinéma pour voir ce film. Pour ceux qui connaissent, c'est donc Cyril Dion et Mélanie Laurent qui avaient fait il y a quelques années le film Demain. Oui, qui avait eu énormément de succès. Qui avait eu déjà beaucoup de succès. Le lien avec le film précédent, Douce France, se fait facilement, étant donné que là aussi c'est par deux adolescents pour les mettre en confrontation. Ils sont eux-mêmes véganes et qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce que va être cet avenir, quel monde on va leur laisser. Les séances salle des académiciens sont toujours gratuites et au cinéma de Vincennes, évidemment, c'est le tarif du cinéma de Vincennes. Sans inscription. Non, on peut-être. vient, Bon, au cinéma, oui, au cinéma, il faut réserver, prendre sa place. Mais oui, c'est pas sûr. En arrivant le jour même, il y aura de la place, j'en suis sûre. Jérôme, toi qui es écolo-sceptique, tu en penses quoi ? J'ai surtout été intéressé par les rapports avec la musique. Alors, à part sur le troisième, Cyril Dion n'a pas invité Céline Dion. Non, il n'y a pas de rapport. Il y a Cyril et Céline, ce ne sont pas les mêmes ni la même famille. Pourtant, les tomates auraient apprécié, je crois. Ouais, et puis intrigué par les tomates qui rencontrent Wagner. Et je me demande s'il y a des études comparatives en fonction de la musique qu'on fait écouter aux tomates. À voir. Des conséquences sur la taille, la couleur. Là-dessus, on fait écouter de la musique classique aux bovins, au Japon. Dans ma campagne, le fromage de chèvre, dans une ferme proche de chez moi, les chèvres écoutent de la musique classique en permanence. Et le chèvre est meilleur ? Il est excellent. C'est aussi peut-être parce qu'il est bio, non ? Tout à fait. Ça peut être plus de Mais rapport. quand même, la musique J'aimerais classique. bien quand même goûter une tournée de chèvres élevées au jazz. Si le chèvre a été élevé par Thomas de Pourqueret, c'est sûr que je là pense on que le sera fromage aura du goût. Oui. Sur un affinement parfait. Figurez-vous qu'on a de nouveau marché sur la Lune. La nouvelle est passée relativement inaperçue,
Mais Thomas de Pourquerie a posé son vaisseau supersonique sur notre satellite. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour le saxophoniste français, qui, avec Back to the Moon, le titre de son album, signe son meilleur disque à ce jour. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent. Alors Thomas de Pourquerie, c'est d'abord une gueule. Un gaillard large d'épaules que son crâne lisse et sa barbe foisonnante rendent aisément identifiable. Les cinéphiles, et il y en a autour de cette table, ont probablement déjà croisé sa silhouette un peu ventrue et son air pas commode, car le bonhomme est aussi acteur. Le guérillero saxophoniste qui recueille Vincent Macaigne et Vima Laponce au cœur de la forêt guyanaise dans le film d'Antonin Pérez-Jatco, La loi de la jungle, c'est lui. Son intervention au saxophone dans une scène du film laisse entendre des influences à chercher du côté du free jazz des années 60, mais il serait dommage de cantonner Thomas de Pourquerie à ce style musical. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a certes des influences de Ornette Coleman ou Roland Kirk, des grands saxophonistes free jazz des années 60, mais aussi des sonorités rock et électro qui reflètent le parcours personnel et artistique de Thomas de Pourquerie. C'est quelqu'un qui est venu à la musique assez tard, il a commencé à 14 ans, après avoir écouté des disques de Stan Getz, et il a décidé de se consacrer entièrement à la musique après un concert de Stefano Di Battista, qui est un saxophoniste italien qui était très présent sur la scène parisienne dans les années 2000. Ça a été vraiment un choc pour lui, et ce sont deux référentes marquantes qu'il saura dépasser sans jamais vraiment les oublier. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un autre extrait de ce dernier album. C'est une petite berceuse qui forme un genre d'intermède dans l'album, Lullaby Sunbeam. Voilà, on entend Thomas de Pourquerie avec un autre saxophoniste, le saxophoniste ténor Laurent Barden, et à la trompette, ça doit être Fabrice Martinez, avec un son qui n'est pas sans rappeler celui de Stan Getz. Alors, musicien autodidacte, Thomas de Pourquerie ne se laisse pas enfermer dans un style. Il peut être jazz avec Andy Emler ou au sein de l'Orchestre national de jazz, rap aux côtés d'Oxmo Puccino. On a pu l'entendre également dans un contexte pop-rock chez la chanteuse Jana Dead, Babix, François and the Atlas Mountains, ou même les Anglais de Métronomie. Il lui arrive d'ailleurs d'enfiler lui-même le costume de chanteur pop-rock, et il faut reconnaître que ça lui va bien. À l'écoute du titre Yes, 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 on se dit que Thomas de Pourquerie n'en est pas à sa première sortie spatiale, et qu'il a dû souvent accompagner David Bowie dans Space Oddity, ou explorer la face cachée de la Lune avec Pink Floyd. Watching the new world falling in the dark. Okay. How to embrace the shadows of the past. It's a funny game, it's wild, wild, wild. Falling in the dark. Mais l'influence la plus marquante de Thomas de Pourquerie,
c'est évidemment Sun Ra, à qui le groupe doit d'ailleurs son nom, Supersonic Jazz étant le titre d'un disque enregistré par le pianiste américain en 1956. Durant les années 60-70, ce musicien a fait le lien entre la modernité classique de Duke Ellington et celle plus radicale du free jazz, dans un mélange dadaïste de références à l'Égypte antique, au cosmos ou à la science-fiction. C'est d'ailleurs pour un hommage à Sun Ra, lors de l'édition 2012 du festival Banlieue Bleue, que Thomas de Pourquerie a créé Supersonic. Le groupe au départ ne devait durer que le temps d'un concert. 10 ans plus tard, il est toujours là et la musique hybride et foisonnante, savant dosage de fantaisie et de rigueur, semble plus que jamais s'épanouir à l'ombre bienveillante de Sun Ra. On terminera ce voyage avec le titre Jungle, qui fait écho à la fois au film La loi de la jungle, évoqué tout à l'heure, et à Exotic Forest, un morceau de Sun Ra qui date de 1966. Voilà, vous l'avez compris, je vous recommande chaudement l'album Back to the Moon de Thomas de Pourquerie et son groupe Supersonic, et c'est paru il y a quelques mois chez Lying Lions. Et si vous voulez en savoir plus sur Thomas de Pourquerie, je vous invite aussi à emprunter et lire le numéro de septembre 2021 de Jazz Magazine, dont Thomas de Pourquerie est le rédacteur en chef invité. On y apprend pas mal de choses sur le personnage et sur sa musique. Il y est d'ailleurs en tenue de cosmonaute. Il est en magnifique tenue de cosmonaute, Un peu arrangé. bricolé maison avec tuyau de plomberie entre le casque et la combi, c'est magnifique. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie d'aller le voir en concert, parce que Effectivement, j'imagine qu'en concert, ça doit être en concert, incroyable. ça doit être très bien, mais j'ai pas eu la chance de l'entendre encore. Si vous êtes retourné voir des concerts depuis Alors Sylvie, toi, t'es... Oui, moi j'étais très heureuse de faire un gros concert, c'est-à-dire d'aller au Grand Rex pour voir pour la première fois de ma vie, non, pas Céline Dion, Patti Smith, qui a 74 ans et toujours une voix incroyable, et c'était le premier gros concert 2021, ça faisait chaud au cœur, vraiment magnifique aussi. Quel moment. Punaise. Voir Patti Smith après autant d'absence de sorties musicales, effectivement, ça doit être assez c'était un grand moment. émouvant. Moi, tu parlais du Supersonic, et du coup, le Supersonic, un club rock a réouvert à Paris. Et du coup, tu parlais aussi de Pink Floyd, et en fait, j'ai été voir un hommage à Pink Floyd, en fait, un dimanche après-midi. Et puis, en fait, une série de 3 concerts, dont des Italiens qui faisaient du showgaz un samedi soir. Cet effet de ressortir après autant de temps... Ça, c'est vraiment génial. Et en fait, c'était vraiment perceptible, notamment pour Pink Floyd, dans la ferveur que, en fait, du coup, les gens connaissaient les chansons. Et du coup, il y avait vraiment une sorte de ferveur à chanter tous ensemble, encore plus forte que d'habitude. Et il y avait encore plus de monde que d'habitude. Même les vigiles, ils voyaient les gens arriver sans arrêt. Ils disaient, mais c'est pas possible. Et du coup, il y avait vraiment une sorte de joie et de ferveur de retourner en concert. Ouais, s'il y a un conseil qu'on peut donner, en tout cas à ceux qui voudraient le faire, c'est vraiment de profiter dans ce moment, justement, parce que moi aussi je trouve que c'est assez incroyable. Pour la 3e partie, Sandrine, La Félicité du loup, de Paolo Cognetti, que je n'ai pas lu, mais que j'ai hâte de découvrir. Tu parlais de fantaisie et de rigueur, Jérôme, et du coup ça pourrait bien convenir au livre de Paolo Cognetti.
On va finir par croire qu'on a vraiment beaucoup préparé nos interventions, alors qu'il y a quand même du hasard. Ainsi que le côté cosmique. Je vais aussi présenter ce livre au Café Culturel, en fait, de samedi prochain. Donc, petite pub pour un des événements que l'on fait à la médiathèque. Donc, on fait des cafés culturels à peu près tous les mois où on présente des coups de cœur. Les participants peuvent aussi présenter leurs coups de cœur. Paolo Cognetti, donc du coup, il avait écrit, par exemple, Le Garçon Sauvage, sous-titré Carnet de montagne, où il s'inspirait de son expérience d'il y a un peu plus de 10 ans. En fait, à 30 ans, il a fait une sorte de dépression à Milan, d'où il est originaire, et il est retourné en montagne, d'où étaient originaires ses parents, pendant 6 mois à peu près. Il a retrouvé une sorte de paix de l'esprit en vivant en montagne, et donc il retrace cette expérience dans ce carnet. Il cite aussi beaucoup d'influences qui l'ont nourri pendant cette période, par exemple Élisée Reclus. Il parle de ses randonnées, etc. Dans la vraie vie, en fait, il a fait des études de maths, puis des études de cinéma, et puis il est devenu également documentariste. À part le carnet de montagne, il a écrit un livre Pourquoi Sofia s'habille toujours en noir, un autre livre qui a eu le prix Strega il y a quelques années, qui est l'équivalent du Goncourt, ce sont les 8 montagnes. Pour nous, il a eu le prix Médicis étranger. Il a fait une sorte de carnet de voyage à New York, aussi un livre, une sorte de récit de voyage. À 40 ans, en fait, il a décidé d'aller explorer l'Everest. Donc, il raconte en fait cette grande rando. Et puis, donc, son dernier livre, c'est La félicité du loup. Dans une interview, en fait, il décrit, pour lui, il y a un peu 2 types d'amants de la montagne. Il y a les fans du dépassement, de l'escalade, de l'exploration des glaciers. Et puis il y a ceux qui aiment plutôt habiter la montagne. Et en fait, La félicité du loup, ça va être une sorte de chronique à peu près sur 1 an dans un petit village situé à environ 2000 mètres d'altitude. Et donc on suit environ 2 personnages principaux et puis quelques autres personnages secondaires. On va suivre Fausto, qui a une 40aine d'années, qui après une séparation avec sa copine à Milan atterrit dans ce village où il va devenir cuisinier dans le restaurant de Babette. Et c'est un hommage au livre de Karen Blixen. Dans ce restaurant, il est cuisinier et donc il va travailler avec Sylvia, 28 ans, qui est serveuse. Et donc il y a une histoire d'amour qui se noue entre eux et qui est rapidement repérée par un vieux du village un peu solitaire avec un peu des problèmes d'alcool. Santorso, on va aussi comprendre assez rapidement qu'il a eu une histoire avec Babette. Et en fait, toujours dans son interview, en fait, Paolo Cognetti, il disait que la montagne, c'était pas seulement le havre de paix que retrouvent les citadins, voilà. Il y avait aussi un côté sombre. Et dans le côté sombre de la montagne, il citait la solitude, par exemple, des habitants permanents de la montagne, ou l'alcoolisme. Donc, Santorso, on peut considérer qu'il a un peu le côté sombre, un petit peu de la montagne. Pendant l'hiver, en fait, on les voit qui travaillent dans le restaurant. Donc, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi tout l'aspect de la vie économique. En fait, il y a l'aspect un peu climatologique de la montagne. Il y a des mentions de la disparition du glacier progressive. Dans l'aspect économique, l'hiver, c'est l'économie du ski. Donc, ils servent pour les touristes, mais il y a aussi tous les dameurs de pistes qui reviennent manger. Donc là, c'est des repas collectifs. Après, au printemps, le restaurant ferme, mais du coup, il y a les bûcherons. Donc Fausto va travailler comme cuisinier dans la forêt. Donc il y a toute cette ambiance qui est retranscrite. Pendant ce temps, Sylvia, elle monte encore plus haut, à 3500 mètres d'altitude, dans un refuge où les touristes vont explorer le glacier, en fait. Et du coup, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le temps, c'est la montagne contemporaine, quoi. Donc, en fait, en filigrane, il y a aussi des souvenirs de la montagne passée, c'est-à-dire que à la fois personnel pour le personnage principal et puis pour la montagne en général. C'est-à-dire que, par exemple, au sujet de la fonte du glacier, à un moment, le personnage principal, il fait une rando et il trouve un endroit où, en fait, avant, il y avait de la neige en permanence, une partie du glacier. Et puis, en fait, là, maintenant, il y a une rare végétation qui commence à naître. Et donc, c'est à la fois une première végétation, qui naît. Et, comme dans les premiers temps, après la période glaciaire, quasiment. Et en même temps, ça lui rappelle son père, qui l'amenait souvent en montagne, etc. Et c'est une image
personnage qui revient souvent, enfin c'est un thème qui revient souvent dans les thèmes de Paolo Cognetti qui a perdu son père, et du coup en filigrane il y a souvent le rapport avec un père disparu, ou comment sa mémoire s'inscrit dans les lieux qu'ils ont traversés ensemble. Donc il raconte pas mal sa propre histoire dans ce livre. C'est romancé, ouais, il y a quand même une intrigue. Ah oui. En fait là il y a vraiment une intrigue, mais de temps en temps il y a certains thèmes qui peuvent faire écho à d'autres livres qui sont infusés par l'histoire personnelle de Cognetti. D'accord. Et donc voilà, donc les bûcherons printemps, le refuge au printemps-été, donc à 3500 mètres, la vie vraiment très très spartiate avec tous les randonneurs, etc. Les accidents en montagne qui peuvent arriver, comment c'est géré par le responsable du refuge, les liens entre les montagnards, en fait, la petite communauté, les éleveurs, ceux qui dirigent l'hélicoptère, voilà, des choses comme ça. Et puis en fait, c'est un livre aussi qui m'a aussi un peu fait penser à Requin, une sorte de Requin contemporain, mais en moins optimiste, parce que voilà, en fait, Sylvia et donc Fausto sont, c'est un peu des routards, un peu en recherche d'eux-mêmes, et du coup, Fausto voudrait, fait des projets un peu plus sur le long terme, et puis Sylvia se cherche encore, voilà. Donc il y a une sorte de félicité, mais un peu plus ténue que dans Requin. D'accord. Ça m'a évoqué aussi d'autres œuvres, en fait, par exemple le documentaire de Jean-Michel Bertrand, Marche avec les loups, filme sa quête d'une meute de loups dans une vallée pas très loin de Grenoble, et avec tout le climat de la montagne, etc. Ça m'a rappelé aussi une façon d'écrire très pragmatique, très précise dans les actions, et où en fait les émotions sont assez peu exprimées. Enfin, on les devine à travers les actions, donc de Claire Keegan. Et puis aussi certains paysages m'ont fait penser à Jérémy Moreau, qui avait fait la saga de Grimr, qui se passe dans les montagnes d'Islande. Donc il fait vraiment partie des livres à lire pour cette rentrée. Oui, si on aime. Pour toi, c'est un des meilleurs de la rentrée littéraire. En tout cas moi qui m'a plu, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Si on aime la montagne, si on a besoin d'évasion, je trouve que ça se combine très bien. Là on entre en novembre, on entre dans le froid, c'est une bonne lecture. C'est aussi une lecture agréable. De bon niveau, mais en même temps, c'est. Mais j'ai l'impression que c'est pas une version de ce que tu en as dit. C'est pas une version fantasmée de la montagne. On y voit vraiment le quotidien et tous ces aspects. Ça, c'est. Oui. Ça donne envie d'en apprendre plus. Parce que nous, beaucoup à la ville rêvent d'aller en montagne, mais peut-être qu'en montagne, d'autres rêvent de vivre en ville. Alors c'est un peu ce qu'il dit dans une de ses interviews, que effectivement quand il ne supporte plus la montagne parce qu'il y vit à temps partiel, il retourne à Milan parfois quand ça devient trop déprimant. Mais du coup il y a aussi la dureté de la montagne. Fausto avait l'insomnie d'un homme qui doit prendre une décision. Il écoutait la bruine sur le toit, fermait les yeux et s'endormait peut-être par moments. Mais lorsqu'il fit jour, il en eut assez de se retourner, se leva et remplit le poêle du petit bois sec. Dehors, de fines gouttes tombaient, les nuages couvraient les bois et la cuisine se remplit de fumée à cause de la basse pression. Une demi-heure plus tard, il retourna à la fenêtre et vit, entre les nuages qui se dispersaient, la neige. La voilà. Elle se posait au-dessus des 2000 mètres, neige de septembre qui bientôt fondrait au soleil. Mais c'était elle. Il tenta de se rappeler la dernière neige de printemps, ce devait être au début de juin. Il y avait à peine plus de 3 mois entre les deux. Exactement comme ce que Santorso lui avait dit un jour. 3 mois de froid, 9 mois de gel. Il pensa que le temps des flâneries était fini, que maintenant arrivait le temps du poêle, de la sagesse et des plans pour passer l'hiver. Et il décida de descendre à l'agence de sa banque. Aux 3 villages, il y avait un unique employé qui ouvrait le guichet 2 fois par semaine. Il était aimable et patient et donna à Fausto toutes les informations sur les crédits à court terme, puis il lui posa quelques questions sur le revenu, les propriétés, les garanties qu'il pouvait s'offrir. Fausto n'en avait aucune de garantie. L'employé contrôla les mouvements sur son compte, leva un sourcil devant l'écran, nota sur une feuille un aperçu des mensualités et intérêts, lui demanda sa carte d'identité pour faire une photocopie, et Fausto eut honte du mot « écrivain » qu'il avait fait mettre dessus. Pour la banque, le mot cuisinier aurait été beaucoup mieux. Voilà, et donc Paolo Cognetti a dit qu'il a aussi aimé, par exemple, Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Et on sent cette influence de, par exemple, l'importance du repas, l'importance aux sensations extérieures, intérieures. Et il a beaucoup aimé Catherine Poulain, qui a écrit Le Grand Marin, qui est une sorte de récit d'aventure et un peu de survie, de petits boulots, notamment en Alaska, par exemple, sur des chalutiers qui font de la pêche au crabe.
Et une de ses influences, c'est les écrivains américains du paysage. Il a d'ailleurs fait des documentaires sur eux. Et on sent cette influence-là. Quels écrivains américains? Alors, Richard Powers, non? Alors, non, pas Richard Powers. Non. Ceux sur lesquels il a fait des documentaires, c'est du coup, c'est pas vraiment du paysage, c'est Rick Moody et Robert Little. Et tu voulais conseiller rapidement un autre livre, je crois? Donc, comme on entre dans l'hiver, et que voilà, ça poursuit le thème un peu du froid, etc. Régis Boyer, pourquoi faut-il lire Les Lettres du Nord? Donc Régis Boyer, il est décédé en 2017 et c'est un livre qui date de 2013, mais c'était un spécialiste des littératures nordiques. Il a enseigné dans des pays scandinaves. Il a fait beaucoup de traductions, notamment de sagas islandaises, mais pas seulement. J'avais acheté ce livre c'est vraiment une mine de référence pour pouvoir étoffer le fond à la bibliothèque, le fond sur les littératures scandinaves. Il a été écrit en 2013 et il prend déjà acte de l'ampleur des centres d'intérêt montants pour la littérature et le cinéma scandinave, à travers notamment les policiers, etc. Il a eu envie d'écrire ce petit livre. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il parle de thématiques qu'on retrouve dans la littérature scandinave. Donc, par exemple, l'importance de la nature, l'importance du surnaturel et de la spiritualité, et un intérêt très fort des romanciers pour l'exploration de la nature humaine. Un côté très taiseux et pragmatique. Vraiment un goût de raconter, un art de raconter. Et en fait, si j'ai bien aimé aussi ce livre, c'est que du coup, moi, je participe aux nombreux aficionados qui aiment la littérature scandinave et du coup, c'est vrai qu'on retrouve vraiment dans certaines œuvres ce qu'il dit et moi, ça me plaît beaucoup. Merci. De rien. Sylvie, le dernier film que tu as vu, j'aimerais savoir ce que c'est. Le dernier, c'était mardi soir à Beaubourg. Toute la profession du documentaire était invitée à l'ouverture du mois du film documentaire pour le film de Jean-Gabriel Perriot qui avait fait une jeunesse allemande, qui est connu et reconnu pour des documentaires très bien réalisés à partir d'un matériau d'archives essentiellement. Et donc son dernier film nous a été présenté mardi soir. Il sortira au mois de mars 2022. Et donc ça s'appelle Retour à Reims, fragment, d'après un livre de Didier Ribon, qui est sorti en 2009, du même titre, Retour à Reims. Je suis d'ailleurs en train de le lire en ce moment. Donc j'ai vu le film tout en ayant déjà un petit peu commencé le livre. Le film s'appuie sur le livre et est fidèle à une certaine trame. Il a suivi plutôt la trame du point de vue de la lutte des classes, en parlant à travers de sa propre histoire, de la petite histoire, la grande histoire, on va dire, et le milieu ouvrier des années 1910 jusqu'à son livre s'arrête en 2009. Et le réalisateur Jean-Gabriel Perriot a poursuivi jusqu'au Gilets jaunes, puisque le film a été terminé en 2020. Il devait sortir en 2020. Et sinon, mon gros coup de cœur, et je suis très contente parce que Jérôme à côté de moi adore également, c'est First Co, de la réalisatrice Kaylee Reichardt, qui vraiment, de film en film, c'est une œuvre. Oui, T'es d'accord, Jérôme? Allez voir First Co, c'est vraiment magnifique. On rejoint d'ailleurs la thématique de la nature, de l'exploration de l'âme humaine aussi. Surtout, de l'amitié. De l'amitié dans celui-ci, oui. Magnifique western ou anti-western, je ne sais pas comment qualifier, parce qu'on est loin des codes du genre. Mais... Déjà par la taille de l'image, au lieu d'avoir un grand écran, panoramique pour les westerns, grands paysages et tout, là, au contraire, elle a fait un écran, c'est au moins le deuxième film, 4/3, c'est un peu un format carré, pour être au plus près de la nature des personnages, et il y a une qualité d'image... c'est extraordinaire. Très bien. Et c'est des films, quand même, pour terminer, sur Kaylee Reichardt, qui me semblent toujours très très simples. Premier abord, on se dit, oh là là. Et en fait, il faut, il y a une profondeur, une intelligence et une subtilité, il faut être sensible à tout ça. Laisser porter par ces films, c'est vrai qu'ils ont un rythme à eux, et c'est lent, très lent, mais c'est vraiment prenant. Ce sera le dernier conseil qu'on donnera aujourd'hui, à moins que vous souhaitiez proposer autre chose. J'ai encore des films documentaires, il faut pas hésiter
incité à aller voir Debout les femmes, de Ruffin, L'affaire collective. Bon, enfin, c'est un petit peu la... Les gens ont peut-être un peu de mal à aller voir les films documentaires, mais la réalité dépasse la fiction, comme je dis souvent, et on est tellement touchés, tellement... Voilà, c'est pourquoi je défends les films documentaires depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, et venez le lundi 29 novembre au cinéma Le Vincennes. 2 conseils de films, enfin les 2 derniers que j'ai vus, c'est du coup A Bigger Splash, le documentaire sur David Hockney, qui du coup nous plonge vraiment dans les années 70 en Angleterre. C'est un vieux documentaire. Ouais, c'est un vieux documentaire oui, du coup bien, qui a été, je crois, restauré et qui ressort en salle. D'accord. Voilà. Et du coup, on plonge dans cette atmosphère. Oui, je l'ai vu passer. Et ça, voilà, t'as les années 70, c'est la création, et du coup, c'est l'histoire de David Hockney, mais c'est lors de du moment de sa rupture avec Peter Schlesinger, qui était son amant, etc. C'est assez foutraque, mais en même temps, ça vaut le détour pour se replonger dans cette ambiance. Moi, comme je suis toujours dans mon trip pays du Nord, et du coup, il y a une rétrospective des films de Joachim Trier au MK de Beaubourg par rapport à la sortie de Julie en 12 chapitres. Donc, il y a Oslo 31 août aussi qui est rediffusé, et Nouvelle Donne. Donc moi, du coup, j'ai vu aussi Nouvelle Donne, qui est du coup aussi une histoire d'amitié en fait à Oslo. Julie en 12 chapitres, c'est très bien aussi. Hein. Et oui. Et puisqu'on parlait de documentaire et de nature, je crois que le documentaire de Sylvain Tesson, dont on parlait tout à l'heure, Sylvain Tesson et Vincent Munier, sur La Panthère des Neiges, l'adaptation le film, qui va avec le livre qu'ils avaient publié il y a quelques années, il sort bientôt. Moi, j'ai adoré le bouquin. C'était l'histoire justement de la quête de Vincent Munier, photographe animalier, qui allait prendre en photo la panthère des neiges en Sibérie, et qui était vraiment plongé dans la nature, loin de toute civilisation. Et il a emmené avec lui pour ce voyage Sylvain Tesson, autre aventurier, autre explorateur. J'ai commencé l'épisode en disant qu'il faisait froid, mais finalement on est parti dans le nord, où il fait encore plus froid, puisque les terrasses vont être de moins en moins agréables. Vous avez maintenant plein de conseils pour se retrouver dans les salles de spectacle, et dans les cinémas, et dans tous les endroits chaleureux. Merci. Brothers and sisters, welcome to the sound of the supersonic songs. Here comes a journey through the universe, a journey through your dreams, a journey where space and time are kicking the little ass of reality.